Bienvenue Thibaut. Merci de m'accueillir, je suis ravi d'être là. Et c'est nous qui sommes heureux de t'avoir aujourd'hui. Donc Thibaut Grenier, papa du Black Bass Festival. On va pouvoir en parler un petit peu plus en détail au cours de ce podcast. Je te laisse te présenter un petit peu, s'il te plaît. Alors, tu dis papa, moi j'aime bien dire patient zéro, parce que patient zéro, tu sais, quand il y a une épidémie, c'est souvent quelqu'un qui a chopé la maladie qui la refile à tout le monde. Donc moi j'aime bien ce terme-là, parce que papa, il y a un côté, papa, il y en a qu'un, alors que le festival, on l'a monté à plusieurs. Donc oui, je suis un des fondateurs du Black Bass Festival. Je suis aussi à côté consultant en communication et passionné de musique et homme de projet. Homme de projet, homme de plusieurs projets même, je pense. Ouais, faut que je me calme parce que le temps est compté, mais si je m'écoutais, je serais sur beaucoup plus de projets que c'est le cas aujourd'hui. Très bien. On va commencer avec la première question qu'on pose à tout le monde. Quelle est la dernière musique que tu as écoutée, peut-être dans la voiture en venant, ou le film que tu as vu hier soir par exemple? Alors, j'ai écouté dans la voiture le dernier album d'un groupe de stoner rock qui s'appelle Slomosa. Ce sont des Norvégiens et c'est leur deuxième album et tout le monde en parlait ces derniers temps. Je l'ai pas mal écouté et c'est vrai qu'il est super cool. Ça rappelle un petit peu Queen of the Stone Age. C'est du stoner mais qui pourrait passer en radio aisément. Donc voilà. Ok, très bien. Un petit peu plus sur cet album, qu'est-ce qui te passionne de ce truc? Il y a que des tubes. Souvent, un album, il y a deux, trois morceaux qui tirent l'album. Là, tous les morceaux sont super cool et il y a quelque chose de vraiment très accessible. Typiquement, c'est un groupe sur lequel on serait allé s'il y avait une édition du Black Bass à préparer, ce qui n'est pas le cas puisque l'aventure est terminée. Mais voilà, c'est un groupe qui a les qualités qu'on recherche, c'est-à-dire c'est inventif, c'est chouette, il y a des riffs, c'est plutôt fun. Donc voilà. Ok, merci. Donc on va commencer le podcast plus en avant, on va commencer à parler un petit peu de toi et ta passion de la musique, d'où ça te vient? Alors je sais pas, moi j'ai 42 ans, donc quand je suis arrivé au collège, on était en pleine vague grunge. Donc on a mangé à l'époque, les radios passaient du rock, c'était encore une musique à la mode à l'époque, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et donc tu allumais ta radio, tu avais Nirvana, les Smashing Pumpkins, les Guns N' Roses. Donc je suis tombé dedans quand j'étais petit, hein, comme Obélix, et comme beaucoup de gens de ma génération. Et puis c'est quelque chose que j'ai gardé. J'ai essayé de faire de la musique. J'étais pas un très bon musicien, mais j'ai toujours baigné dans ce milieu. Donc voilà, la musique fait partie de ma vie, de mon quotidien. Je vais voir beaucoup de concerts, j'écoute beaucoup de disques. Voilà un petit peu. Mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens de ma génération qui sont arrivés au collège au début des années 90. Et le live dans tout ça? Le live, c'est, je pense, le format que je préfère parce que on vit des émotions collectivement. Il y a quelque chose qui se passe quand l'artiste est bon entre l'artiste et le public. Donc c'est là que les émotions sont les plus intenses, que les souvenirs restent les plus mémorables. Donc effectivement, j'aime beaucoup le live, que ce soit en club ou en festival. Ok. C'est quoi le concert que t'as vu que t'as préféré dans toute ta vie? Ah, ça c'est difficile. Euh, j'ai toujours un souvenir d'un concert que j'ai vu à Bordeaux en 2001, je crois. C'était dans un lieu qui s'appelait le CAT ou le CAT, qui a été démoli depuis, Ok. qui était rue de la Faïencerie à Bordeaux, donc entre les Chartrons et les bassins à flot aujourd'hui. Et c'était un concert d'un groupe qui est devenu très connu après, qui s'appelle Interpol. Et donc, un copain m'a amené voir ce groupe que je ne connaissais pas. On était peut-être 150 dans la salle et c'était absolument génial. Et ce groupe a explosé, hein. Il a headliné des gros festivals après. Il existe encore aujourd'hui, groupe new-yorkais. Donc voilà, le côté bonne surprise dans un lieu où on se sent privilégié parce qu'il n'y a pas grand monde dans la salle. Je crois que c'est un de mes concerts. D'ailleurs, l'ami qui m'a amené m'a fait la surprise 20 ans après. Il avait gardé mon billet parce que c'est lui qui m'avait payé la place et il m'a offert le billet sous cadre. Donc voilà, un Quel concert cadeau à incroyable. cadeau incroyable. Et j'étais étonné qu'il ait gardé ce billet pendant autant de temps. Ouais. Ça devait être une expérience folle de voir un groupe, comme tu dis, en comité réduit. Ouais. Euh, alors, maintenant, on va passer un petit peu sur le milieu associatif du Blayais. Parce que le Black Bass se ferait pas sans ses bénévoles. Mhm. Et du coup, il y a un gros, comment dire, beaucoup de bénévoles qui participent au Black Bass Festival. Ouais. Mais avant ça, vous vous connaissiez d'un autre événement, si je Oui, dis pas de bêtises. c'est vrai. Alors, le milieu associatif du Blayais, il est pas.
immense et on retrouve souvent les mêmes personnes d'une association à l'autre parce que finalement, des gens qui donnent de leur temps, qui donnent de l'énergie, il n'y en a pas tant que ça. Finalement, le bénévolat est quelque chose qui se perd un peu, j'ai l'impression. Et effectivement, le noyau dur et certains bénévoles de l'équipe du Black Bass Festival, on s'est rencontrés sur un événement qui n'a absolument rien à voir, qui s'appelle le Jumping de Blaye. Donc des chevaux qui sautent des obstacles, un très très bel événement qui est là depuis plus de 40 ans, je crois. Et le noyau dur du Black Bass, nous, on était aux cuisines techniques. Donc, on servait du taboulé aux autres bénévoles, en gros, si on schématise. Et donc là, nous, il y a eu une espèce de cohésion entre 4 ou 5 personnes qui ont constitué finalement le premier noyau du Black Bass. Et on est allé aussi chercher tout un tas de jeunes gens motivés qui ont voulu nous suivre parce qu'ils connaissaient notre propension à faire la fête, à distiller de la bonne humeur. Et donc, il y a une poignée de bénévoles, donc plus jeunes que nous, qui nous ont suivis dans cette aventure Black Bass. Donc, on trouve en commun peut-être une quinzaine de bénévoles qui ont participé aux 2 associations. Ok. Et le Black Bass, c'est combien de bénévoles? Alors, sur la dernière édition, on était environ 120. Ah oui, donc c'est quand même une énorme équipe. Oui, c'est pas mal. C'est 120 personnes parce qu'il faut des gens qui accueillent sur le parking, il faut des gens à la buvette, il faut des gens qui font manger les autres bénévoles, il faut des gens qui veillent à la sécurité. Donc 120, c'est pas de trop. Il y a personne qui fait rien, hein. On a même un pôle de joker qui doit aller aider quand il faut aller faire des frites en urgence, quand il faut aller servir des bières, les toilettes aussi, hyper important, les toilettes, si les toilettes sont pas propres, l'expérience festivalier, elle est pas cool, donc ouais, 120 bénévoles, il faut bien ça. Ok. Si on doit parler des toilettes rapidement, les toilettes du Black Bass, c'est quand même quelque chose. Ouais, alors c'est comme c'est un poste en général où les bénévoles se jettent pas quand on demande à un bénévole qu'est-ce que tu veux faire, 9 fois sur 10, ils nous disent je veux aller à la buvette, ce qui est pas forcément le poste le plus cool parce que tu bosses en continu toute la soirée. Et personne veut trop pas aller aux toilettes. Donc nous, on avait un deal avec l'équipe des toilettes en disant vous faites ce que vous voulez. Vous avez un poste qui est forcément pas le plus gratifiant, le plus valorisant. Donc allez-y, faites-vous plaisir, mettez-vous bien. Donc ils ont toujours une petite table où ils peuvent boire l'apéro, faire ce qu'ils veulent pendant l'heure d'exploitation du festival. Et donc à peu près au bout de la 5e, 6e édition, il y a une équipe des toilettes qui a décidé de tous les ans créer un espèce de festival dans le festival. Et de manière très secrète, tous les ans, ils ont une nouvelle thématique. Donc, on a eu le droit au western. Une année, c'était les licornes. Cette année, c'était un truc un peu tropical, plage. Et donc, ils font une déco qui leur est propre, des animations qui leur sont propres. Ils sont déguisés. Donc, c'est une expérience en soi d'aller aux toilettes au Black Bass. On a l'impression d'être dans une bulle un peu à part. Mais tu disais de manière secrète, c'est-à-dire que vous n'êtes pas au courant de ce qu'ils font en avance? Alors, on est toujours un ou deux à être au courant parce que des fois, cette année, ils nous ont demandé je sais pas combien de mètres cubes de sable pour faire une plage aux toilettes. Donc, forcément, il y a toujours 2-3 personnes dans la confidence, mais même les personnes impliquées dans l'organisation du festival ne savent pas tous ce qui va se passer parce qu'ils veulent conserver cet effet de surprise. Donc, on s'amuse bien. Très bien. Cette équipe de bénévoles qui fait, tu m'as dit, autour des 120 personnes, elle a toujours été aussi grosse ou elle a vraiment évolué au fur et à mesure des années? Alors, je crois que la première année, on devait être aux alentours de 90, donc on a toujours tourné autour de la centaine. On a essayé de toujours mettre le bon nombre de bénévoles parce que dès lors qu'il y en a trop, qu'il y en a plus que ce dont on a besoin, forcément, il y a des gens qui vont moins bosser que d'autres et ça peut générer des crispations. Et puis en plus, un bénévole, contrairement à ce qu'on peut penser, ça coûte un peu d'argent puisqu'il faut le nourrir, il faut l'abreuver. Ils boivent bien les bénévoles chez nous. On a estimé la quantité de bière bue par nos bénévoles cette année à environ 1000 litres. Donc, ah oui. C'est pas mal. Hein. Oui. Voilà, donc il faut contenir ce nombre de bénévoles. Et puis c'est bien aussi quand tout le monde arrive à se connaître. Donc voilà, on a quelqu'un dans l'équipe, il s'appelle Thomas, qui veille à ce qu'on ait le bon nombre de bénévoles dans chaque stand, sur chaque poste. Donc, parce que ça participe à la bonne tenue du festival. Bien sûr. Au fur et à mesure des années, sur cette équipe, il y a eu beaucoup de changements ou c'est grosso modo les mêmes depuis 10 ans, du coup, c'est ça? Un peu plus? Alors, ouais, il y a 2 dimensions de bénévoles chez nous. Il y a ce qu'on appelle le noyau dur, donc c'est 15 personnes qui bossent à l'année.
qui sont plus ou moins, qui ont tous une responsabilité. Donc là, on va dire que sur les 15 personnes de 2024, il y en a 9 ou 10 qui étaient là déjà en 2014. Donc il y a eu un léger renouvellement. Et sur les bénévoles, la centaine de bénévoles, il y a eu un renouvellement, mais assez faible, puisque on a souvent des candidatures spontanées de bénévoles, on n'a jamais eu besoin de passer des appels, de prendre des gens qu'on ne connaissait pas, parce qu'à chaque fois, quand on perdait 4 ou 5 bénévoles, il y avait toujours les conjoints d'un bénévole qui étaient là, ou quelqu'un qui amenait un copain. Donc on n'a jamais eu, et ça c'est assez incroyable, et je pense que c'est pas le cas de tout le monde. On a toujours eu le nombre de bénévoles dont on a eu besoin. Par ce phénomène de cooptation, j'amène ma compagne, j'amène un copain, donc ça a toujours été assez facile finalement de trouver des gens pour les associer au projet. Ouais, ça doit être dû aussi au fait que le Black Bass, ça reste une belle expérience. Même en tant que bénévole, je pense. Et bon, 1000 litres pour les bénévoles, je pense que ça va. Ils s'abreuvent comme il faut. Ouais. Et comme tu disais tout à l'heure, ton habilité à distiller la bonne humeur. Ouais, alors je pense que alors la cooptation, c'est pas toujours génial parce qu'il peut y avoir un côté des fois un peu vase clos ou un peu consanguinité, pourquoi pas. Mais l'avantage, c'est que quand on a commencé, quand j'ai eu cette idée de monter un festival, je me suis entouré de gens que je connaissais, en qui j'avais confiance, et eux sont allés chercher des gens qu'ils connaissent et en qui ils ont confiance. Donc du coup, la première année, moi j'étais étonné de voir à quel point, sur les 90 bénévoles qu'on était, ou 80, je me souviens plus, à quel point tout le monde était concerné. La première année, on ne savait pas du tout où on allait. Et un exemple qui est marrant, c'est qu'on n'avait pas d'électricien à 3-4 mois du festival, et il en fallait un. Et du coup, un de nos bénévoles a amené un copain électricien, donc qui était quelqu'un d'indirectement lié. Et cette personne-là, je l'ai vue bosser jour et nuit, trembler pour que tout marche le jour J. Je me suis dit, c'est fou. Des gens qui sont finalement arrivés dans le projet assez tard sont aussi concernés que nous, se battent pour que tout se passe bien. Et c'est là qu'on a vu que on était une équipe très soudée. Et ça participe effectivement. Et ça, c'est une particularité du Black Bass. Je crois qu'on accueille les gens comme s'ils venaient chez nous, à bras ouverts. Et ça, cette alchimie, on ne sait pas comment elle s'est construite, mais les festivaliers nous disent toujours, on est hyper bien accueillis chez vous. Voilà, c'est quelque chose qui, je sais pas, je crois qu'on est fier de cet événement, que tout le monde est fier, et on accueille les festivaliers à bras ouverts chaque année. Mais ça se voit déjà rien que de la manière dont tu as d'en parler. Et comment l'idée du Black Bass a germé dans votre esprit? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était au cours d'une soirée, au cours d'une discussion, une réunion très formelle, ou pas du tout? Alors, en fait, on a l'habitude de raconter, et c'est vrai, hein, ça ressemble à du storytelling, mais ça n'en est pas, c'est absolument ce qui s'est passé. Le vrai élément fondateur, c'était un jour, au mois d'août, mi-août, en 2013, on était dans un carlet, une cabane de pêche, dans les marais du Blayais, et on était bien, il faisait beau, on prenait l'apéro, et on se disait, qu'est-ce qu'on pourrait faire ici, dans ce lieu qui est incroyable, pour lui donner une visibilité, qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble, et j'ai dit à mes camarades à ce moment-là, est-ce qu'on ferait pas un festival rock? En vrai, ça s'est passé comme ça. Évidemment, c'est pas sorti du chapeau, c'était une idée qui était là depuis quelque temps. J'aime bien dire que c'est une petite graine, des projets, il y en a plein. J'en ai plein personnellement, tout le monde en a. Et des fois, les graines ne germent pas parce que voilà, les conditions sont pas optimales. Là, j'avais autour de moi des gens qui avaient envie, qui avaient du temps. On avait suffisamment de confiance en nous. C'était le bon moment pour se lancer. Et voilà, on s'est mis au travail dès le lendemain. Et un an après, quasiment jour pour jour, il y avait la première édition du Black Bass Festival. Ah oui, donc vous avez été hyper efficace. Parce que 1 an pour monter un festival depuis zéro, c'est quand même... Ouais, ça a été un sacré chemin de croix parce qu'on ne savait rien faire, absolument rien. On a des gens avec différents profils dans l'équipe, mais organiser un festival, personne n'avait fait ça. Donc on s'est pris pas mal de déconvenues. Naïvement, on pensait qu'on pouvait poser une scène n'importe où, et on s'est pris plusieurs obstacles.
En termes de sécurité, tu fais pas ce que tu veux, notamment dans un marais où il y a des protections d'espèces en disparition, tu as des risques d'inondation. euh, il y a plein de... Plusieurs fois, on nous a dit, vous ne pouvez pas faire ça. On s'est dit, non, mais c'est mort, on va abandonner le projet. Et à chaque fois, on digérait le truc. Et 2, 3 jours après, on trouvait une solution au problème. Et finalement, il a fallu beaucoup, beaucoup d'énergie, de conviction, d'envie pour mettre cette première édition. Et c'était en 2014. En 2024, ce serait encore plus difficile parce que beaucoup de choses ont changé. Il y a beaucoup plus de contraintes, il y a beaucoup plus de lois, et tout est beaucoup plus cher. Donc je ne sais pas si aujourd'hui, on pourrait repartir comme c'était le cas il y a 10 ans. Ouais. Le lieu où vous avez fait ce festival, est-ce que ça a toujours été au même endroit depuis la première édition? Oui, alors justement, quand je te parlais des déconvenus qu'on a eus, 6 mois avant la première édition, on n'avait pas de lieu. Parce que, comme je le disais, on voulait faire ça vraiment dans les marais, qui est une zone naturelle. Et donc on s'est bien rendu compte au bout d'un moment que c'était pas possible, qu'il fallait abandonner cette idée. Et puis on s'est rappelé qu'il y avait ce lieu qui s'appelle le domaine de la Paillerie à Breuil-Saint-Louis, qui est un domaine, un ancien domaine viticole de 23 hectares, dont la mairie est propriétaire et qui a pour but, c'est un chantier d'insertion pour des gens qui sont en rupture avec le monde de l'emploi et qui donc ne servait pas à autre chose que ça. Donc 23 hectares, c'est grand. Et donc on y est allé un petit peu de manière pirate, c'est-à-dire sans prévenir personne en repérage. On s'est dit, on y est allé avec le Marc Raymond, donc, qui est un intermittent qui très vite nous a dit, si vous voulez, je peux vous aider, vous donner des conseils. On y est allé, donc à une poignée de camarades avec Marc, et il nous a dit, cet endroit est génial, il faut le faire ici, il y a tout, il y a l'espace, c'est facile à sécuriser. Et donc après, il a quand même fallu convaincre la mairie qui n'était pas du tout au courant de nos plans, qui ne nous connaissait pas. Il a fallu leur expliquer, on veut faire un festival rock chez vous, ce qui fait flipper quand on est un maire. Oui. Surtout que c'est une petite ville en plus, Breuil-Saint-Louis. Oui, c'est 800 habitants, c'est tout petit. Il y a une centrale nucléaire sur le territoire, ce qui génère quelques crispations en termes de sécurité, parce que ça veut dire que s'il y a un incident nucléaire, il faut Il pas faut pouvoir évacuer très vite. Oui, c'est ça. Et puis, il faut surtout pas que nous, on crée des bouchons à l'entrée du site au cas où il devrait y avoir une intervention de pompiers. Ah Donc, oui, donc je ça a comprends. généré beaucoup, beaucoup de crispations, mais on a réussi à convaincre le maire. Il a très vite vu qu'on était finalement des gens sérieux, même si on n'avait jamais rien fait. Donc voilà, la mairie nous a dit OK. Ils ont dit allez-y, faites-le. Et ils ont été rassurés assez vite en voyant qu'on faisait les choses du mieux qu'on pouvait en tout cas. Et donc, ça fait 10 ans, on a fait 10 éditions au domaine de la paillerie dans cet endroit qui est formidable pour ce genre d'événement. C'est beau, c'est grand, on dirait un parc. On dirait pas juste une esplanade vide en réalité. Alors, c'était pas aussi beau en 2014, parce que la mairie a fait évoluer le site au fur et à mesure des années. Ils ont vu que c'était un événement qui se passait bien, qui finalement s'est pérennisé dans le temps. Et donc chaque année, la mairie a un petit peu accéléré, a amélioré les bâtiments de l'extérieur, a pris soin du parc. Donc il est devenu de plus en plus beau. Et c'est vrai que c'est assez rare d'avoir un site de festival comme ça, arboré, parce que c'est un parc arboré. Et on s'y sent assez bien. Ouais. Et c'est grâce à votre impulsion que la mairie s'est mise à faire tout ça? Je pense que ça a été un élément qui les a motivés. Alors, il y a un truc quand même, il faut qu'on en parle, c'est les moustiques. Voilà. Oula. Il y a des moustiques. Il n'y en avait pas en 2024, quasiment pas. Mais on est dans des marais. À cette époque-là, donc il y a de l'eau. Les vignes, il y a des raisins dans les vignes, donc c'est le pire moment en termes de moustiques. Et il y a pas mal de festivaliers. Au départ, ils nous disaient, il paraît qu'il y a des moustiques. On dit, mais non, c'est pas vrai, c'est une rumeur. Jusqu'en 2023, où on se dit, allez, vas-y, tout le monde sait qu'il y a des moustiques. Donc on a mis un moustique sur l'affiche. Voilà, on a décidé de... Elle est magnifique cette affiche. Les gens nous ont dit, vous êtes les pires communicants ever. C'est le plus gros point noir de votre site, c'est les moustiques, vous le mettez sur l'affiche. Bah ouais, on est comme ça. On a décidé d'arrêter de se cacher de ce problème. Oui, enfin les pires communicants, on vous envie quand même la com, hein, d'après ce que j'ai compris de votre festival. Ouais, on fait comme on peut, mais c'est vrai qu'on essaye de pas faire comme les autres. Voilà, c'est le truc le plus important. Faut trouver son ton, son identité, et je pense qu'on a essayé de faire plutôt bien les choses de ce côté-là. Ouais, en tout cas, c'est ce qui en ressort pas mal quand je fouille un petit peu à droite et à gauche. Parlons un petit peu maintenant de la logistique
pour organiser un festival comme ça. Encore une fois, au milieu des marais presque. Et la sécurité, comme tu disais, comment on emmène tout ce matériel et tout ça? Alors, ouais, ça, c'est compliqué. On a eu, alors, faut beaucoup de camions et faut beaucoup de matériel et surtout la logistique. Moi, j'appelle ça la logistique du saladier. C'est-à-dire, faut penser jusqu'au dernier saladier dont on va avoir besoin pour nourrir les artistes. Et bah, au début, pareil, hein, on savait pas trop comment faire, donc on s'est débrouillé, on se faisait prêter, on n'avait pas de moyens non plus, on se faisait prêter quelques barrières par une asso ici, quelques autres barrières par une autre entreprise du BTP d'ici, donc on allait chercher les barrières à plusieurs endroits avec des camions pourris, pareil, on faisait avec ce qu'on avait, et au fil des ans, on a eu des mains tendues, le budget s'est un petit peu renforcé, et on a eu aussi beaucoup de chance puisque moi, j'ai voulu me retirer de la présidence à peu près à la moitié de l'expérience Black Bass. Et donc, on a quelqu'un qui était au départ un festivalier, qui est devenu après un partenaire, qui est devenu après un bénévole et m'a succédé à la présidence. Il s'appelle Sylvain Chamu. Et lui travaille dans une société de poids lourds. Et donc, à partir de ce moment-là, on a eu un espèce de cheat code pour avoir des camions quand on voulait. Donc, ça a beaucoup facilité la logistique. Et puis voilà, on a l'équipe qui s'est pas mal, qui est devenue plus expérimentée et c'est devenu très bien rodé au bout de quelques années. Donc on savait quel jour il fallait qu'on fasse livrer tel matériel. Donc voilà, avec l'expérience, on a réussi à être plus performant. La première année, c'était un peu compliqué. Ouais, il devait y avoir quelques couacs. Ouais. T'as des couacs en tête, par exemple? Oui, alors la première année, typiquement, on n'avait pas d'engin pour transporter tout ce qui était lourd, donc on faisait tout à la main. Donc on mettait 3 fois plus de temps. Et la première année, on a eu un bilan médical catastrophique. On a eu quelques petits bobos, mais on a eu Thomas, donc, qui est un des piliers de l'association, qui a eu une crise de calcul rénaux après le festival, donc lié au stress et aux efforts. On a un bénévole qui s'est fait piquer par un moustique qui a chopé un virus proche de la dengue. Donc il est allé aux urgences et il a passé 24 heures sous observation. Donc la première année, on a eu un bilan médical catastrophique parce que on a fourni un travail qui était surhumain. On déchargeait les parpaings au cul des camions. Donc, quand tu fais ça avec un engin, c'est plus pratique. Là, on le faisait à la force des bras et des reins. Donc ouais, on a travaillé comme des forçats la première année. Dès la deuxième année, on a réussi à avoir un engin. Merci. C'était un problème de moyens ou juste un problème d'oubli sur la première année? Alors, de moyens et d'ignorance aussi. On n'imaginait pas que tirer 1 kilomètre de barrière sans engin, c'était un truc très physique. Donc ouais, les deux. Manque de moyens et puis un peu d'ignorance. Ouais, avec le temps, tout s'est rodé, je suppose. Ouais, on a tous pris de l'expérience. Euh, c'est quelque chose qu'on a évoqué parce que quand on a annoncé la fin du festival, beaucoup de gens ont dit c'est dommage. Et j'ai tenu ces mots, je leur ai dit écoutez, on a tous pris des skills énormes, on sait tous faire des trucs qu'on ne savait pas faire il y a 10 ans, donc maintenant on peut les mettre à profit de n'importe quoi. Créons la suite. On en parlera peut-être après. Oui, ça va arriver en fin de podcast, ça, c'est sûr qu'on va en discuter. J'ai vraiment une question, par contre, qui me taraude sur la logistique. Qu'est-ce que c'est le plus dur à mettre en place? Est-ce que c'est les scènes? Est-ce que c'est la bouffe? Est-ce que c'est amener les artistes? Qu'est-ce que c'est le plus dur Alors, à bonne organiser? question. Sur la partie scène, là, pour le coup, on n'a pas improvisé. C'est-à-dire que même dès la première année, c'est le seul poste avec la sécurité, parce que c'est la loi, on est obligé d'avoir des agents de sécurité. Donc la sécurité et toute la partie scène, exploitation, là, pour le coup, on s'est très vite entouré de professionnels parce qu'on a très vite vu nos limites et ça s'improvise pas. Être ingé son, monter une scène, ça s'improvise pas. Donc là, très vite, on a été chercher des gens hyper compétents. Qui sont des très bons en plus, hein. Je parle plutôt des gens qui font le son et la lumière chez nous, qui nous ont tendu la main assez tôt. Pour répondre à ta question, c'est un peu tout, mais c'est par exemple quand on va acheter des frites, de savoir combien de kilos, de centaines de kilos, même parce que c'est de ça dont on parle, combien de centaines de kilos de frites il va falloir. Et donc là, c'est un pari, parce que tu sais pas si tu vas avoir, et encore moins la première année, tu
tu sais pas si tu vas avoir 200 personnes par soir, 400, 600, 800 ou 1000. Donc, si t'as pas assez de frites, bah, les gens mangent pas, c'est pas cool. Si t'as trop de frites, bah, c'est de la perte parce que c'est des frites surgelées qui n'ont pas forcément été bien stockées, donc dont on pourra pas se servir. Donc, c'est des paris et il y a beaucoup de décisions qu'on doit prendre dans le brouillard. Alors, d'année en année, de moins en moins, mais là, par exemple, même sur la 10e où on est arrivé avec un peu d'expérience, on savait pas si on aurait 3000 personnes ou 6000 personnes du simple au double sur 3 jours. Donc, c'est ça qui est difficile. Apprécier un petit peu les quantités pour tous les postes d'ailleurs. Ouais. Donc c'est vraiment le plus difficile, c'est ouais. Au final, c'est même pas de la logistique pure, c'est plutôt de la quantité de nourriture et de la bière. Comment vous faites? Alors, la bière, c'est plus simple parce que la bière, un fût qui n'est pas percuté, ton prestataire, normalement, te le reprend. Cette année, on était très fiers, notre prestataire avec qui on travaille depuis, qui est local en plus, hein, qui est un voisin, nous a mis à disposition des tanks, donc des trucs de 1000 litres qui ressemblent à des locomotives. Donc on était très très fiers parce que c'est d'une très beau, de deux très pratique parce que ça évite de changer de fût. Et on a passé au fût près, au litre près, 8000 litres de bière. Donc on était aussi très très content d'atteindre ce chiffre. Euh, Pour le, combien de la- festivaliers? 8000 litres? alors, quasiment 6000. On a recompté pour faire les déclarations récemment. On est à 5008, 5009 festivaliers. Ouais, ah oui, ça fait quand même. Ouais, ouais, ça fait pas mal de bière. Ouais, 8000 litres, ça commence à faire, effectivement. Ouais. Ok, on va faire une aparté avant qu'on continue sur le festival en lui-même. On m'a parlé de soirées qui se passaient un petit peu à part, et donc des soirées no limites, j'ai entendu parler. Qu'est-ce que tu peux nous discuter un petit peu de ça? Alors ça, effectivement, c'est un de nos bénévoles qui a dû parler de ça, parce qu'il n'y a pas grand monde qui a dû participer à ces soirées à l'époque, mais quand j'étais étudiant, euh, quand j'avais une vingtaine d'années, quand mes parents partaient en vacances, et on faisait des énormes fêtes dans la maison des parents. Et puis évidemment, quand tu as 20 ans, t'es pas forcément bien organisé et pas toujours très malin, et on faisait n'importe quoi. Donc beaucoup d'alcool, de la musique très fort, et surtout on cassait beaucoup de choses. Parce que forcément, qui dit fête, qui dit étudiant alcoolisé. Et donc je passais souvent une semaine à essayer de réparer tout ce qu'on avait cassé. Et évidemment, mes parents s'en rendaient bien compte, donc je me faisais bien engueuler à leur retour. Mais c'était des soirées sympas, où vous rigoliez C'était des pas mal. soirées sympas, ça a laissé quelques bons souvenirs, et si quelqu'un t'en a parlé, c'est que certains Ça- s'en souviennent encore. Ouais, ça a dû laisser des souvenirs. Sur le festival, j'ai aussi rencontré un renard et un blaireau. Est-ce qu'ils étaient présents parmi ces soirées déjà, je crois? Oui, alors mon père chasse, comme beaucoup de gens dans le Blayais, hein, c'est un loisir extrêmement répandu. Et lors d'une partie de chasse, un jour, ils ont accidentellement blessé un blaireau. Et donc, avec beaucoup de culpabilité, mon père a décidé de le faire naturaliser. Donc, ce blaireau a pris place dans le salon familial aux grandes dames de ma mère, parce que ça sent pas bon, hein. Un animal tout juste naturalisé, ils mettent des produits, ça sent vraiment pas bon. Et quelques mois plus tard, il a eu un petit frère, donc le renard. Et donc, ces deux animaux empaillés sont très vite devenus des personnages de nos soirées en privé. Donc, j'ai tendance à dire qu'ils ont une vie probablement plus intéressante après leur mort que de leur vivant. Donc ils ont vu des choses qu'on ne peut pas forcément raconter. Et donc, quand le festival, la première édition a eu lieu, certains bénévoles ont dit ah ben voilà, il faut aller les chercher, ils font partie de l'aventure. Donc, pas peut-être toutes les éditions, parce qu'il y a des éditions, on a dû les oublier, mais à chaque fois, il y a quelqu'un qui dit hop, 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 il faut aller les chercher. Donc, souvent, ils trônent sur le bar central. Donc, les festivaliers aiment bien se prendre en photo avec. Et effectivement, ils ont leur propre vie, puisqu'ils ont des comptes sur les réseaux sociaux. Chacun a le sien. Alors, ils sont pas très actifs ces derniers temps. Ouais. Bon, mais quand même, ça fait partie des festivaliers, quand même. Ils sont là. Après leur mort, ils ont Ouais. vécu le festival. Ouais, voilà, ils font partie, ils font partie du décor, et les festivaliers fidèles les demandent des fois, quand les années où on les a oubliés, ils disaient ah mais ils sont pas là cette année, donc des fois on les ramenait le deuxième soir pour contenter tout le monde. Ok, on va revenir un petit peu sur le festival lui-même et les groupes. Ouais. Comment vous choisissez les groupes? Alors, les premières années, la première année, voire même les deux premières, on savait pas trop où on allait, donc
on avait tendu plusieurs lignes. On avait même, la première année, un artiste local qui s'appelle Faisal. On avait même du rap, on avait de la pop, on avait différents genres, de la chanson. Et on avait envie de faire du rock. Et on a vu que le public, il voulait ça aussi. Donc, très progressivement, on est allé vers un axe plus rock. Et donc, on essayait de trouver des bonnes opportunités, parce qu'évidemment, on avait un budget qui était assez limité dès le début, et même jusqu'à la 10e, parce qu'on a un budget qui est plus important, mais à côté de festivals concurrents, et qui est encore tout petit. Et, et donc, on a essayé de se renseigner. Donc là, on a un groupe de conversation qui, selon les années, on était 3, 4, 5, où on fait tous remonter des choses, on écoute, on en discute. Et surtout, on a appris ce que c'était de programmer. Donc, programmer, c'est il faut trouver des groupes qui font vendre des billets, mais il faut aussi que ce soit des groupes qui rendent les gens contents. Donc, c'est pas forcément les mêmes. Donc, c'est les groupes qui font vendre les billets, et il faut qu'il y ait des surprises aussi. Il faut que ce soit des groupes accessibles financièrement, il faut que ce soit des groupes qui sont dans le coin, il faut que ça réponde à notre esthétique, donc c'est hyper complexe de programmer. Donc les premières années, on faisait quoi? On regardait sur les festivals à côté, on essayait de piquer les idées à droite à gauche, et on s'est rendu compte qu'au bout d'un moment, la tendance s'est inversée. C'est-à-dire que les groupes qui jouaient chez nous, il y a plein de programmateurs qui venaient au Black Bass et venaient les chercher. Donc de copieurs, finalement, on est devenu un petit peu un endroit où les groupes venaient sourcer. On sait même que des labels locaux, Vicious Circle, pour parler d'eux, parce que je ne trahis pas leurs paroles, hein, ils vous le confirmeraient, viennent voir les groupes Black Bass et des fois les signent. On signait des groupes parce qu'ils les ont vus au Black Bass. Donc on est devenu prescripteurs malgré nous, sans le savoir. Et vos choix, vous les faites, vous avez gardé ce groupe, je vais y arriver, excusez-moi. Le groupe WhatsApp, du coup? Ouais, alors nous on travaille avec Messenger parce qu'on est un peu des boomers, mais, mais pour le coup, oui, alors sur cette dernière année, on était plus que 3 dans ce groupe-là, et on échange parce qu'évidemment, c'est bien de confronter les avis. Il faut quand même un final cut, une décision finale, parce qu'on ne peut pas prendre des décisions à 3, donc ça c'était mon rôle. Mais ouais, c'est bien j'ai tendance à dire que des fois, pour faire 15 groupes, on en a étudié 200. Et des fois, on est rentré en contact avec 200 artistes parce que 9 fois sur 10, soit le groupe veut pas venir, soit il est trop cher, soit il n'est pas disponible, soit finalement nous on abandonne parce qu'il va jouer dans un festival à 30 km 2 semaines avant, et ça on fait hyper attention. On a même développé une collaboration avec les festivals voisins qui sont devenus des amis pour la plupart. On se tient au courant. On se dit qu'est-ce que tu as signé typiquement. Cette année, on aurait bien aimé avoir Lizzy Strata, qui est un groupe qu'on a fait en 2017, qui a maintenant une aura nationale, internationale. Et nos voisins du festival Larry Rock à 30 km étaient sur le coup. Donc on a dit, ok, pas de souci, on fait pas d'offre, on se tire pas dans les pattes. Donc voilà, il y a toutes ces variables qui rentrent dans l'équation, et programmer, c'est assez difficile. Je pense qu'au final, on a appris à faire. Et on s'en est pas trop mal sorti. Ouais, comme tout le reste, au final, vous avez appris en 10 ans énormément de choses. C'est ça. C'est quoi le groupe dans lequel tu es le plus fier d'avoir pu le programmer? Pas forcément celui que tu as préféré, celui que tu es le plus fier d'avoir programmé. C'est difficile. Je dirais peut-être Lane. Donc Lane, en fait, c'est un groupe qui est la reformation, enfin, la fusion de plusieurs groupes d'Angers, et notamment d'un groupe qui s'appelle les Tugs, qui est un groupe époque Noir Désir, fin 80, début 90, et qui est le premier groupe français à avoir signé sur le label américain Sub Pop, label de Nirvana, etc. Et donc, on a essayé de reformer les Tugs, qui ne jouent plus depuis 99. Je crois qu'ils se sont reformés au milieu des années 2000 pour 2-3 concerts, et je les ai harcelés de mails pour essayer de les faire venir. Ils m'ont jamais répondu. Et par hasard, un jour, j'ai appris qu'ils allaient former un nouveau groupe. Et donc là, dès que je l'ai su, j'ai sauté sur l'occasion, et un de leurs premiers concerts a été chez nous. Donc c'est pas forcément le concert dont les gens se souviendront le plus, parce qu'il y en a eu d'autres, mais on était quand même assez fiers d'être les premiers sur un groupe qui se reformait, et le concert était très cool. Ouais, ok. Et tu parlais de ceux dont les gens se souviennent le plus, d'après toi, c'est lequel? Alors, pour la 10e édition, on a essayé de faire une édition best-of, et il y a eu cette édition 2016
où on a eu The Inspector Clouseau, qu'on a fait revenir cette année, et on a eu Mondo Generator aussi, qui est un groupe qui compte dans ses rangs Nick Oliveri, qui a été le bassiste de la grande époque de Queen of the Stone Age. Et sur cette édition 2016, la troisième, on a eu ces deux groupes. Et ils ont joué l'un à la suite des autres. Donc la Californie d'un côté, les Landes de l'autre. Et il y a eu une improbable rencontre en coulisses. Ils sont devenus potes. Et les deux concerts se sont suivis. Et c'était... Là, le festival a franchi un cap à ce moment-là où on a eu deux concerts de très très haut niveau. Et il y a toute une légende à côté parce que Clouseau, il y a eu une coupure de courant pendant le set. Donc ils ont dû meubler pendant 5 minutes le temps que le courant revienne. Nous, on a eu une montée de stress énorme parce qu'on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait plus de courant. Donc ce concert, on nous en a parlé longtemps après. C'est pour ça qu'on s'est dit en 2024, il va falloir qu'on les fasse revenir. Et on a travaillé dans ce sens et ça a pu être possible. Donc la légende d'Inspecteur Clouseau. Ouais, la coupure de courant. Et c'est la première fois où on entendait les clameurs du public de très loin. Moi, je me souviens que j'étais à 500 mètres du festival pendant leur set pour une raison d'organisation. Et j'entendais le public fou, comme t'entends des fois le public dans un stade. C'est là on s'est rendu compte, on s'est dit waouh, ça y est, là le festival, il se passe quelque chose, il y a un public, il y a des groupes. Donc voilà. Il y a une âme qui vibre plus fort que d'habitude. Ouais. Ouais. Ok. Bon, c'est malheureusement la fin du Black Bass, d'une histoire. Ouais. Il y a un futur, par contre, pour l'association. L'association ne s'arrête pas. L'association ne s'arrête pas. Alors, concernant la fin du festival, on sentait que si on continuait, on ferait moins bien parce que c'est très lourd à porter pour notamment les 15 personnes qui sont là à l'année, parce que ça veut dire 15 jours où on va passer du temps sur ce festival au lieu de partir en vacances en famille, se reposer. C'est beaucoup de travail à l'année pour certains. Donc on a senti cette lassitude, notamment après la 8e édition, et on s'est dit que ce serait bête de s'arrêter maintenant. Donc on serre les fesses. On va jusqu'à la 10e, mais on sait très bien que s'il y avait dû avoir une 11e, 12e, le festival aurait probablement décliné par la force des choses. Donc on a choisi de s'arrêter dans la force de l'âge, et je pense qu'aujourd'hui encore, même un mois après Afroise, c'est une excellente décision. C'est courageux, je crois. Et donc, c'est la fin du Black Bass Festival. Il n'y a pas un jour, même encore aujourd'hui, où je croise quelqu'un qui me dit « c'est dommage quand même ». Oui, c'est dommage, mais il y aura quelque chose. Aujourd'hui, il n'y a aucun plan officiel. L'association continuera d'exister. Sylvain Chamu et moi, qui sommes les deux présidents, on s'occupe de beaucoup de choses dans l'asso, on prend du recul parce qu'on a besoin de se reposer et de reprendre un petit peu de recul par rapport à tout ça. Mais il y aura des choses. L'asso fera des choses. À titre personnel, je ferai des choses. Quoi, on ne sait pas aujourd'hui. Mais la nature a horreur du vide. Il y a des envies. Maintenant, on a plus de compétences qu'avant. Il y a un public, on a des compétences, donc il se passera des choses. Quoi, on ne sait pas. Vous n'avez pas encore réfléchi à quoi? Il faut prendre peut-être ce temps de pause après ces 10 ans à fond sur un festival. Comme tu dis, vous vous êtes arrêté sur une édition best-of qui restera un petit peu dans les mémoires, je pense. Ouais. Et c'est que pour le meilleur, on espère, pour la suite. Oui, voilà, c'était le but. On voulait finir en apothéose. On ne pouvait pas rêver meilleure fin. Donc maintenant, tout est à écrire. Parfait. C'est une belle fin, mais il nous reste une dernière question. Merci en tout cas pour cette interview. Avec très grand plaisir. Et on va finir avec la question qu'on pose à tout le monde à la fin. Si tu avais une œuvre dans ta vie qui t'a marqué, laquelle ce serait? Alors c'est une question difficile, mais je pense que si tu me la reposais demain, je te raconterai autre chose. Je dirais l'album In Utero de Nirvana, parce que je pense que Nirvana, on s'en rend compte quand t'avais 25 ans, c'était un peu ringard de dire que t'aimais Nirvana, parce que tout le monde aime Nirvana. Mais maintenant que tous les gens qui ont écouté Nirvana à 12 ans, 15 ans ont plus de 40 ans, tout le monde, les langues se délient en disant ça a été un truc générationnel. Et cet album In Utero, c'est l'album qui suit Nevermind, donc qui est l'album qui a exposé Nirvana à la face du monde. Et il est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus rappeux.
Il est produit par Steve Albini, qui est un producteur qui est décédé il y a quelques mois. Et ça a amené les masses vers quelque chose de plus exigeant, de plus brut, de plus punk. Et cet album-là, je l'aime beaucoup. Je l'ai pas mal réécouté à la mort du producteur. C'est un album qui a eu 30 ans d'ailleurs, il y a l'année dernière. Donc voilà, je pense que ce serait celui-là. Un album qui a élevé le niveau. Un petit Qui a peu. élevé le niveau et qui nous a sorti du rock mainstream de la radio et pour nous amener vers plus de curiosité, et qui nous a amené à creuser un petit peu et à être beaucoup plus curieux, parce que c'est en étant curieux qu'on découvre des trucs cool. Et qu'on fait 10 ans de festival. Et qu'on fait 10 ans de festival, entre autres. Ouais. Bon, merci beaucoup encore une fois. Et Merci à vous. on se dit à bientôt. À bientôt. Au revoir.